Tout le monde était en train de dire Terra, c'est génial, les mecs, ils sont brillants, c'est des génies, etc. Comme souvent, quand il y a un Ponzi, hein, c'est toujours des génies, les mecs, au début, parce qu'ils font gagner beaucoup d'argent à tout le monde, et à la fin, c'est toujours des arnaqueurs. L'actu de la semaine et notre petit deep dive, le Terra, le Titanic de la blockchain, comme on a vu. Alors, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, j'avais déjà parlé du Terra, et la semaine dernière, on avait fait un focus spécial sur les stablecoins, où justement, j'avais assez peu mis le Terra, et je vous avais expliqué que le stablecoin du Terra, moi, j'y croyais pas beaucoup parce que c'était un peu de l'alchimie complexe, d'accord? Donc c'est important de comprendre. Pourquoi est-ce que le Terra s'est cassé la figure? Déjà, pour ça, il faut que vous compreniez une chose. Un stablecoin, à l'heure actuelle, dans l'univers des blockchains, ça sert à deux choses. Quand les cryptos descendent, d'accord, ça sert à sécuriser votre capital. Et un autre point, ça sert à faire de la finance décentralisée avec du dollar. Donc c'est-à-dire à prêter des dollars à des gens à l'autre bout de la planète avec des taux qui sont beaucoup plus avantageux que ceux du marché standard. D'accord? Donc, le protocole qui marchait beaucoup à travers Terra, c'était un protocole qui s'appelle Anchor. D'accord? Ok? C'est un protocole qui est le protocole de base de la finance décentralisée sur Luna. À une époque, ça représentait quasiment 70% des volumes de l'UST, qui est le stablecoin dollar de Luna. D'accord? Donc, ce que vous voyez, c'est, bon, là, vous avez la TVL aujourd'hui, donc ça sert à rien de regarder cette partie-là. Hein. Ce que vous voyez, c'est que l'API, il était à 19,05. Donc, ça veut dire que si vous aviez $1 de stablecoin Luna, un an plus tard, vous auriez $1,19. C'est beaucoup. 20% sur un stablecoin, c'est beaucoup, c'est même beaucoup, beaucoup trop. Vous voyez que DAI, USDT, USDC, qui sont des stablecoins un peu plus connus chez Curve, ça fait un rendement annuel de 2,29. Donc quand vous avez des pools de liquidité qui vous offrent 20% et d'autres qui vous en offrent que 2,29%, c'est que c'est compliqué. Et pour que les gens soient rentables en empruntant à ce prix-là, c'est quand même que vous allez prêter à des gens assez chelous, quoi. Parce que je pense que là, si je vous dis je vous prête du dollar à 20%, il n'y a personne qui va signer. Hein. D'accord? Donc ça, c'était important de le savoir. Mais la cupidité dans les cryptos, elle est grande. D'ailleurs, vous voyez que sur l'autre chain sur l'autre service qui était connu, qui s'appelle Torchain, USD Rune et Luna Rune, vous êtes sur des taux qui sont 22,14 et 26,87. Alors après, c'est un peu différent parce que Rune, c'est le token de Torchain. Et comme vous êtes payé en partie en Rune, ils peuvent en émettre à l'infini. Et bon, voilà, c'est un peu plus limité. Et vous avez le risque d'impairment loss. Ça, j'avais déjà expliqué dans une vidéo. Mais l'impairment loss, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous prêtez à un pool de liquidité qui a deux valeurs, il faut toujours que ces deux valeurs soient équilibrées. Donc généralement, quand il y en a une qui baisse, on vend de l'autre token pour racheter le token qui a baissé et pour rééquilibrer la pool. Et on fait comme ça dans le temps. Et en fait, si vous avez un token qui baisse trop par rapport à l'autre, ce qui peut se passer, c'est que vous allez tout le temps racheter le token qui baisse, qui va continuer à baisser. Et du coup, au bout d'un moment, vous avez une pool de très mauvaise qualité et vous faites ce qu'on appelle un impairment loss. D'accord? C'est-à-dire que même avec le taux, vous n'allez pas récupérer cette perte. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est des pools et là, c'est des prêts en direct. Quand il n'y a qu'un seul actif, c'est que c'est pas une pool, et quand il y a plusieurs actifs, c'est que c'est une pool, et vous avez un certain équilibre. D'accord? D'ailleurs, vous voyez bien là, hein, chez le Frax, qui a un token qui est un peu différent, que vous trouvez chez Curve et chez Convex, vous voyez que la pool, quand vous rajoutez du Frax, qui a un token un peu plus faible, vous montez à 6,28 et à 3,84, alors que vous êtes à 2,29 si vous mettez que des tokens beaucoup plus solides. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça décale massivement? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quelqu'un a vendu massivement du Terra USD. Donc c'est le token, enfin le stablecoin dollar de la blockchain Luna. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, en théorie, quand vous avez un stablecoin, il doit toujours y avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait cet équilibre? On va prendre l'exemple simple. Vous avez du Circle, qui est quasiment à 100% du dollar. Qu'est-ce qui fait l'équilibre de la blockchain Circle? C'est qu'en fait, pour chaque
USD, USDC Circle, pour chaque USDC dans le marché, il y a 1 dollar dans une banque. Donc en fait, ce que fait Circle, c'est que quand le prix de son stablecoin descend trop, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de valoir 1 dollar, il vaut 0,98. Il y a 2 cents de différence. Et bien là, ce qui se passe, c'est que avec le cash qu'elle a en banque, la société va racheter elle-même des USDC sur le marché pour faire remonter le prix, d'accord, avec ces dollars, et elle va garder la différence. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez réduire la supply, d'accord, et vous allez rééquilibrer, mais comme vous avez votre collatéral en dollars, bah, vous vous rééquilibrez. Alors, peut toujours y avoir des différences. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous êtes dans une période de crise, comme maintenant, avec beaucoup de monde qui veut des stablecoins, vous pouvez en émettre trop peu par rapport au dollar que vous avez en banque. Donc, vous n'arrivez plus à en émettre. Donc, il y a des gens qui, au lieu de payer 1 dollar, ils sont prêts à payer 1,01 $. D'accord? Donc là, il se passe la même chose. Quand c'est comme ça, la seule chose qui convient de faire pour Circle, c'est de vendre sur le marché des USDC en émettant, et donc de récupérer les cryptos, de les vendre et d'aller mettre des dollars en collatéral. D'accord? Donc, cette étape est quand même un peu plus complexe quand vous êtes sur un stablecoin qui dépasse ces 1 dollar. Pour Circle, c'est plus complexe de faire descendre le prix que ce que c'est complexe de le faire remonter. C'est un mécanisme, si vous voulez, le mécanisme il est plus compliqué à la hausse qu'à la baisse. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé là, c'est à peu près ça. C'est que le Terra, il a été massivement vendu. Ça a baissé, il a eu ce qu'on appelle un dépeg. Donc dépeg, c'est-à-dire que vous êtes plus peg à votre dollar. Donc là où avant 1 Terra USD, enfin 1 Terra est égal à 1 USD, là 1 Terra n'était égal que plus 0,72 USD. Donc c'est ce qu'on appelle un dépeg. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que là, la fondation Terra a été obligée de réagir en disant il faut qu'on fasse remonter. Généralement, ce qu'on s'attend dans une crypto, dans un stablecoin, c'est que ça remonte très violemment et très rapidement. En fait, c'est remonté que partiellement. D'accord? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que votre événement de liquidité, il est arrivé à 11 PM le 10. D'accord? Et à 5 AM le 11, il était toujours là. Et en fait, c'est ça qui a posé un problème. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la finance décentralisée, vous mettez souvent des actifs en garantie. Et souvent, c'est des stablecoins. Et on part du principe, vous partez du principe que quand vous mettez un stablecoin en garantie, ce stablecoin, il va garder de sa valeur, donc vous n'allez pas avoir d'appel de marge. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que dans cette limite de temps, il y a des gens qui ont été mis en appel de marge. Alors souvent, les protocoles, ils vous permettent de répondre à votre appel de marge, mais ils vous donnent un temps limité. Mais comme en plus les cryptos en général étaient dans une vague descendante, et comme la fondation Luna, pour acheter du Terra USD et du Luna, elle a dû vendre d'autres cryptos, comme de l'Ethereum ou du Bitcoin. Elle a fait baisser le prix d'Ethereum et de Bitcoin. Donc elle a créé d'autres liquidations sur d'autres protocoles, en dehors de l'univers Luna, qui ont baissé la valeur d'autres cryptos que vous aviez. Donc vous avez été obligé de répondre à d'autres liquidations sur d'autres blockchains, et en plus il fallait répondre à une grosse liquidation sur la blockchain Luna. Donc en fait, avec le temps, ça a créé une cascade de liquidation qui a mis un peu de temps à se mettre en place, et que vous voyez ici, à 8, entre 5h30 AM et 10h AM, où vous avez eu le point bas, à 0,30 le stablecoin, d'accord? Et donc ça, c'est important de le comprendre. Parce que dans l'univers de la crypto, vous avez quand même beaucoup de personnes qui sont hedgées, et du coup, vous pouvez avoir des cascades de liquidation. C'est moins vrai sur Ethereum et sur Bitcoin, parce qu'on utilise beaucoup moins Ethereum et Bitcoin en collatéral. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des grosses valeurs, donc généralement, vous avez des taux de rendement qui sont assez faibles dessus. Vous avez des deltas qui sont très importants, parce que c'est des coins qui peuvent faire 50% à la hausse, 50% à la baisse. Donc quand vous allez essayer de capter un rendement dessus de 2, 3, 4% avec un risque de perte en capital de 50 ou de 30%, bon, généralement, ce que vous faites, c'est plutôt du stacking dessus que de les mettre vraiment dans de la finance décentralisée avec des taux très très élevés. Ça reste assez limité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce principe-là. C'était ce principe-là qui m'avait fait dire que le Luna
Et l'USD et l'UST, j'aimais pas l'avoir et je voulais pas qu'on en ait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont mint 1 dollar d'USDT. D'accord? Donc c'est un stablecoin qui égale 1 dollar. D'accord? Pour ça, ils vont brûler du Luna. Ils vont acquérir du Luna, ils vont le brûler et ils vont mettre de l'USDT en face. D'accord? Si l'USDT, d'accord, il est au-dessus du PEG, d'accord? Donc il vaut plus que 1 dollar. Il se passe quoi? C'est, ils vont vendre de l'USDT pour acheter du Luna, si c'est au-dessus. Et si c'est below, d'accord, ils vont acheter de l'USDT et ils vont vendre du Luna, d'accord? Et vous essayez de faire votre équilibre en vendant du Luna et en achetant de l'USDT. Et vous faites travailler la chose. Sauf que votre problème, c'est que si votre Luna se casse très violemment la figure et que votre USDT se cache très largement la figure, quand vous en achetez, vous faites une perte sur votre achat en temps réel. Et en plus, il faut vous compenser dans l'autre côté. Donc en fait, ce protocole, quand il y a trop de volatilité, il implose. Parce qu'il y a une incapacité de répondre à la demande. Et ça, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de la stabiliser, mais pas de le faire revenir très fortement en haut. Et après, ça s'est effondré. Alors, c'est un peu remonté, mais c'est quand même très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, la manière de faire ce système de liquidité croisée entre le Luna et le Terra UST, et ben, c'est quand même un système qui était très, très, très risqué. D'accord? Et donc, c'est pour ça que moi, je vous disais toujours, faites attention, il faut pas être sur ce genre de choses. Et moi, j'aimais pas ça, malgré le fait que ça monte. Et d'ailleurs, j'avais reçu des mails me disant que je comprenais rien, que j'étais qu'un sombre con, que c'était la nouvelle façon de faire du forex, etc. Bon, j'ai quand même un peu de logique. Quand on émet des choses qu'on n'a pas de collatéral en face, ou que le collatéral, c'est un truc qu'on a émis et à qui on donne de la valeur tout seul, j'appelle ça un système proche de Ponzi quand même. Alors, c'est pas totalement un Ponzi parce que derrière, quand ils vendent du Luna, ils obtiennent des cryptos, ils peuvent les transformer et donc la fondation Luna, elle a quand même des réserves. Et il y a quand même quelque chose derrière qui vous garantit. Mais c'est pas comme sur Circle avec un USDT est bien égal à 1 dollar dans une banque quelque part dans le monde. D'accord? Où là, vous êtes sûr que vous achetez quelque chose. D'accord? C'est un peu comme si demain, la Banque Centrale Européenne arrive et vous dit vous pouvez acheter un stablecoin euro machin et ça correspond à 1 euro dans mes comptes. Vous êtes sûr que ad vitam aeternam, ça correspondra à 1 euro dans les comptes de la BCE. Sauf si la BCE fait un write-off et dit que bah, pour 1 euro que détenait une personne avant, bah, maintenant ça vaut 0,50 du nouvel euro. Enfin voilà, une dévaluation. Mais bon, ça c'est autre chose. D'accord? C'est totalement autre. Mais là, vous voyez que c'est quand même ce qui s'est passé. D'accord? Vous voyez que c'est quelque chose qui est déjà arrivé aussi. Parce que en fin 2021, pardon, au mi-2021, il y a eu un dépeg sur le stablecoin de Luna. Il y a eu un dépeg qui a été assez violent. D'ailleurs, qui soutenait un moment où il y avait plusieurs fois du dépeg. D'accord? Et vous en avez encore eu là, du dépeg. D'accord? Donc, ce que je vous avais dit la semaine dernière, pour ceux qui suivent cet hebdo, c'est que quand vous choisissez un stablecoin, ne choisissez jamais un stablecoin qui a eu des dépegs trop violents. Parce que ça, c'est dangereux. Ça peut provoquer une cascade de liquidation sur le marché des cryptos et sur cette crypto-là. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec quelque chose, vous pensez que ça vaut 1 dollar, et au final, le marché, vous le valorise 0,85. Et vous ne savez pas s'il a raison ou s'il a tort. Donc, il faut être sur des trucs qui ont vraiment une stabilité très long terme. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc faites bien attention. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il y a une stabilité de très long terme, c'est l'USDC. Je trouve que la stabilité de très long terme, elle est là. Alors ça garantit rien. Ils peuvent se faire pirater, il peut y arriver plein de problèmes. C'est pas sans risque. Il n'y a rien qui est sans risque sur l'univers des cryptos. Mais je trouve que c'était quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on vous propose à droite et à gauche. D'accord? Donc voilà. Et vous voyez que là, c'est ce qui s'est passé sur Onshore. Ce que je vous ai expliqué, c'est que le fait que la valorisation du stablecoin baisse, ça veut dire que ça fait une cascade de liquidation. Donc ceux qui étaient sur Onshore, d'accord, et qui avaient mis en garantie des USDT, d'accord,
qui était l'USD de Terra. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Et bah il s'est passé qu'ils ont eu une liquidation qui s'est faite, et cette liquidation entraînait la liquidation d'autres personnes parce que le prix du Luna a diminué, et vous avez une liquidation en chaîne. Et vous passez d'une TVL globale qui était à 22 milliards au pic, à une TVL qui va être aux alentours de 2,5 milliards. Donc vous avez divisé par 10 la TVL en quelques heures. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le comprendre? Parce que déjà, vous comprenez ces mécanismes qu'on crée la finance décentralisée de notions d'intertoken. C'est-à-dire que quand un token se casse très violemment la tronche, ça peut avoir des impacts sur les tokens sous-jacents, surtout quand c'est un top token. C'est-à-dire que si demain le BND se casse la figure parce que Binance est déclaré insolvable ou ce genre de choses, ça va poser de gros problèmes à la crypto. Si c'est, je sais pas, mais mettons, si c'est le BAT de Brave, ça sera nettement moins grave. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est quoi aussi? C'est que vous voyez que là, on est sur une liquidation de aux alentours de 20 milliards. Un peu moins. 19 milliards. 19,5 on va dire. D'accord? À l'heure actuelle, les cryptos, d'accord, c'est 1,9 enfin c'est 1900 milliards de market cap. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a eu une liquidation à hauteur de 1% de ce qu'il y a dans l'univers des cryptos. C'est massif 1%. Si vous aviez une liquidation, c'est-à-dire que si vous aviez 1% des bons dans un marché qui était considéré à liquider et qui entraînait une cascade de liquidation, on ferait moins 10% sur le marché voilà, en temps réel. Une liquidation d'1% sur un marché qui est colossal, c'est excessivement fort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, ça a bien validé ce que je vous disais dans plein de services sur lesquels je suis chez Agora, etc. En vous disant, c'est quand même un peu dangereux en ce moment. Faut plutôt DCA l'Ethereum, le Bitcoin, le BND, enfin des trucs très solides. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez, c'est que ces cryptos-là, c'est les cryptos qui ont moins souffert de cette purge. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Ça veut quand même dire que ces grosses cryptos, elles ont quand même tiré parti de cette crise et elles sont quand même beaucoup plus stables. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, à chaque fois qu'on a une crise dans l'univers des cryptos, on en tire quelque chose et on en bâtit quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que si on est capable de repartir plus tard, bah, ça veut dire qu'on a quand même été capable de processer la chose, qu'on a expliqué aux gens qu'il ne fallait pas être trop gourmand, ce genre de choses. Donc on a quand même avancé intellectuellement dans l'univers des cryptos et dans l'éducation des gens et dans la mainstreamisation de cet univers. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc moi, je vois pas ça comme un... Alors, à court terme, c'est un événement négatif. À long terme, je vois plutôt le côté positif de cet événement. C'est-à-dire que tout le monde était en train de dire Terra, c'est génial, les mecs, ils sont brillants, c'est des génies, etc. Comme souvent, quand il y a un Ponzi, hein, c'est toujours des génies, les mecs, au début, parce qu'ils font gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Et à la fin, c'est toujours des arnaqueurs. Et au milieu, tous ceux qui ont pumpé le truc, ont dit que c'était bien, etc., et qui n'ont rien compris de ce qu'il y avait derrière dans la cale du navire qui faisait avancer le bateau, eux, on leur demande rien. Bon. Déjà, je trouve que, bon, c'est pas ouf. D'accord? Donc voilà. Donc moi, j'y crois. Je crois que c'est quand même un truc positif. D'accord? On va voir un peu après ce graphe-là. D'accord? Pourquoi je crois que c'est positif? Parce que vous voyez que malgré les complexités dans les cryptos, et vous voyez que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017-2018, les gens ont massivement vendu du Bitcoin. C'est-à-dire que les gens qui détenaient du Bitcoin depuis plus d'un an, d'accord, ils étaient moins de 40% en 2018-2017. Donc là, c'est un moment où vous êtes vraiment massivement des gens qui ont peur. D'accord? Des gens qui disent, est-ce que le Bitcoin, ça va continuer à exister? Ce que vous voyez là, en ce moment, c'est que massivement, les gens, ils détiennent du Bitcoin depuis plus d'un an. Quasiment à 60%. 60% des Bitcoins sont détenus depuis plus d'un an. Ça veut dire que les gens, ils ont confiance. Ça veut dire que malgré le mouvement qui est baissier, ils n'ont pas vendu. Alors, vous pouvez voir ça de manière différente. Soit vous vous dites, les gens, ils sont encore aveuglés, donc on est très loin de la capitulation, parce que les gens, ils n'ont pas vendu. Soit vous vous dites, la seule chose que ça veut dire, c'est que ceux qui vendent en ce moment, c'est les traders qui font baisser le prix,
mais que ceux qui y croient à long terme, ils sont toujours massivement investis et même ils investissent de plus en plus. Vous voyez, ça remonte. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Moi, j'ai tendance à dire que plus on va monter avec des gens qui vont détenir le Bitcoin longtemps, moins ça veut dire que la part dans les Bitcoins qui est dédiée à faire du trading, ce genre de choses, va être plus faible. Et je pense que c'est quand même une bonne chose à long terme pour la stabilité du Bitcoin et pour la croissance du Bitcoin à long terme. Donc ça, moi, ça me fait plutôt dire qu'on a quand même du potentiel à la hausse massive que du potentiel à la baisse. Mais vous pouvez le voir des deux façons. C'est une question après métaphysique. Soit vous voyez plutôt le côté positif, soit plutôt le côté négatif. Bon, moi je pense qu'on est vraiment plutôt dans le côté positif. Et ça montre quand même une chose, et ça vous êtes sûr que ça le montre, c'est que les gens, malgré le fait que le cycle il soit pas favorable, ils ont toujours confiance en les cryptos, ils ont toujours envie d'être dans l'univers de ces cryptos-là. Et ça me donne vraiment envie d'y croire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur une technologie où il faut que les gens ils s'approprient cette technologie, bah, il faut que les gens ils continuent de l'utiliser, il faut que les gens ils continuent de l'aimer. Et donc il faut que les gens ils continuent de détenir l'actif. Si les gens ils s'amusent juste à utiliser votre technologie pour faire du trading ou pour faire quelque chose comme ça, le jour où c'est plus la mode, voilà. Typiquement, c'est l'exemple typique. Les NFT, vous avez des taux de détention à long terme des NFT qui est pourri. C'est des outils de trading, les NFT. Et est-ce qu'à long terme, c'est une bonne chose? Bien sûr que non. C'est une très mauvaise chose que les NFT soient des outils de trading. C'est pas comme ça que vous allez créer quelque chose de cette technologie. Même si je pense que la technologie des NFT a de l'avenir, beaucoup d'avenir dans ce que j'appelle comment ça s'appelle le digital, c'est-à-dire le fait de détenir un actif physique et un actif digital et d'avoir quelque chose qui prouve que vous détenez les deux actifs en même temps. D'accord? Qui prouve que vous le détenez physiquement et de manière digitale. Je pense que les crypto-monnaies, les NFT, c'est une des meilleures technologies pour faire ce genre de choses et garantir ce genre de choses. Au niveau des garanties de traçabilité, etc., les NFT, c'est une super chose aussi. Donc, il y a plein de super choses dans la technologie. Mais je ne crois pas du tout au fait qu'on soit arrivé dans le moment où cette technologie va être utilisée de manière mainstream, quoi. Je pense qu'on est encore au début sur les NFT. Là, ce que nous montre ça, c'est quand même que vous avez beaucoup de gens qui sont confiants à très long terme.